Écoutez, merci beaucoup de cette généreuse présentation. Je dirais que toute la joie est pour moi. Je suis très heureuse d'être ici. Je vois plusieurs générations réunies, ce qui est un sujet de contentement, parce que ce n'est pas toujours le cas. Évidemment, je l'attribue à l'intérêt que suscite aujourd'hui, très justement, Spinoza. Et qui d'ailleurs, je vais essayer peut-être de commencer par ça, fait l'objet d'un retour après des années, voire quelquefois des siècles de relégation, qui est quelque chose d'extraordinaire et d'exceptionnel. Et qui doit beaucoup, il faut le dire, à la jeune génération. Alors, je fais une parenthèse pour vous dire comment je vais prendre, au fond, cet entretien que nous allons avoir ensemble ce soir. Je n'ai pas du tout l'intention de vous résumer mon livre, ce serait fastidieux pour moi et comme pour vous, mais plutôt d'essayer, au fond, d'aborder avec vous, si vous le voulez bien, un certain nombre de questions que je pense vous posez. Je les ai vues apparaître lors d'autres conférences auxquelles j'ai été invitée. Ça m'a beaucoup frappée, donc je vais prendre les choses comme ça. Et je vais commencer, puisque vous m'avez tendu la perche, par une question évidemment qui se pose. Comment expliquer ce retour à Spinoza, n'est-ce pas? Car Spinoza est évidemment, avec Descartes, le plus grand philosophe de l'âge classique, avec Descartes, mais il a fait l'objet d'une relégation certaine, après avoir fait l'objet de 2 réceptions. Il a fait l'objet également de 2 relégations. Et pour les gens de ma génération, par exemple, la voie moderne, n'est-ce pas, la grande voie, n'était pas du tout celle qu'a empruntée Spinoza. Nous avons tous, les philosophes de ma génération, été enseignés par nos professeurs qui étaient excellents à lire Descartes, Kant, Hegel, enfin la voie, disons-le, de la philosophie réflexive, de la philosophie du sujet, n'est-ce pas, de la philosophie qui met au fond l'humain, l'homme, ça commence avec l'humanisme, au centre du monde. Et aujourd'hui, eh bien, on essaiera de comprendre peut-être pourquoi, au fond, cette voie qui a donné de très grandes œuvres et qui a développé de très profondes pensées, en vérité apparaît comme connaissant, et d'ailleurs c'est le dernier des grands philosophes allemands, quoi qu'on en pense et quoi qu'on dise de lui, n'est-ce pas, Heidegger, qui au fond en quelque sorte a scellé les clous de son cercueil en parlant de montée du nihilisme, de crise de la modernité. Il y a une crise à l'intérieur, intérieure à cette voie. Alors, si vous voulez bien, la première chose que je voudrais prendre comme point d'appui, qui me semble très intéressante, c'est le retour à Spinoza. Alors, le retour à Spinoza, d'abord, l'école française se taille une part du lion. Si vous voulez, les spinozistes français, de la Sorbonne et d'ailleurs, ont fait beaucoup pour qu'on relise, qu'on comprenne d'une façon renouvelée Spinoza, Moreau, Ramon, Jacquet, Macheret, un peu plus avant dans ce que nous lisions quand j'étais moi-même étudiante, Guéroult, Matron, Mizrahi. Mais donc il y a une école française du spinozisme qui est tout à fait remarquable. Mais mieux, il y a, si vous voulez, un intérêt international pour Spinoza. Non seulement en Europe, vous avez des études allemandes, des études italiennes, des études anglaises, des études hollandaises. On le comprend, n'est-ce pas, puisque Spinoza est un philosophe ô combien important pour la Hollande, et on va voir pourquoi, mais aussi, au fond, toute une partie des études, nous en parlions avec votre ami, des études d'histoire des idées politiques aux États-Unis, qui ont pris malheureusement, n'est-ce pas, une avance considérable par rapport à ce qui se fait ici, ont pour objet et se sont focalisés sur Spinoza. Vous voyez, les Lumières, comme un des fondateurs des Lumières dites radicales. Donc il y a vraiment un intérêt, alors sans compter, n'est-ce pas, le Moyen-Orient, il y a un intérêt vraiment international pour Spinoza. Et d'ailleurs, c'est si vrai que là, au début novembre, moi je vais aller à la première leçon du séminaire, il y a un séminaire international Spinoza qui réunit vraiment des chercheurs de toutes origines nationales. Alors, à quoi attribuer, pardonnez-moi, ce retour à Spinoza? Alors, plutôt que d'aborder cette question, je répondrai à qui? Qui s'est intéressé premier à Spinoza?
Eh bien, au fond, des philosophes, entre guillemets, inattendus. D'abord, et avant tout, c'est incontestable, les astrophysiciens, n'est-ce pas? Les premiers qui ont fait retour à Spinoza, les astrophysiciens. Vous comprenez bien qu'avec 100 milliards de galaxies, on a des raisons de penser que, au fond, l'homme n'est pas le centre du centre, n'est-ce pas, de l'univers. Bon. Les astrophysiciens. Alors, évidemment, ça commence avec Einstein, mais ça se poursuit avec tous les astrophysiciens. J'ai été très frappée lors d'un colloque à Fès d'entendre l'excellent astrophysicien qui est Tran Xuan Dui, je ne sais pas si je prononce bien son nom, développer une conception de l'univers très proche, n'est-ce pas, de celle de Spinoza. Les mathématiciens, Cantor, tout le monde connaît le fondateur de la théorie des ensembles, en raison si vous voulez, des réflexions très profondes de Spinoza sur l'infini, si vous voulez, avaient déjà magnifié Spinoza au détriment de Descartes. Mais ça s'est continué avec évidemment les psys, n'est-ce pas? Alors bon, les psychanalystes pour commencer, parce que l'importance que Spinoza reconnaît aux instincts, aux affects, si l'on utilise son vocabulaire, aux pulsions, comme disait Freud, au destin des pulsions, évidemment, a attiré l'attention des psychanalystes vers le spinozisme. Mais, chose plus étonnante aujourd'hui encore, les neurophysiologistes, vous savez que les psychanalystes et les neurophysiologistes ne sont pas toujours d'accord, et même quelquefois ils se chamaillent très durement, eh bien, les neurophysiologistes, je vous donne deux exemples, Damasio, Henri Atlan, sont extrêmement intéressés à Spinoza, au fond, sa théorie des affects, au rapport qu'il analyse entre l'âme et le corps. Et évidemment, il y a aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, des botanistes, des géographes, pas tous membres du GIEC, n'est-ce pas, qui s'intéressent beaucoup au spinozisme en raison de ce qu'on a découvert, n'est-ce pas, récemment, sur le fait que au fond, il y a si vous voulez, les animaux, les végétaux, n'est-ce pas, ne sont pas si différents de nous que nous l'avons pensé, puisqu'on sait maintenant, je ne sais pas si vous avez lu ce best-seller sur les arbres, n'est-ce pas, qui est en fait un résumé fait par un Allemand, garde forestier allemand, mais qui est quand même un résumé à Dusom Delphini, mais qui a toute sa valeur, des récentes découvertes de la botanique, qui montrent que les végétaux ont des moyens de communication, n'est-ce pas, par les champignons, par le mycélium, etc. Et surtout, ce qui est plus étonnant, sont capables de se protéger par genre, n'est-ce pas? Alors, bref, l'idée spinoziste, qu'on va voir, selon laquelle il y a finalement de l'esprit et du corps, ou encore, comme on le dit usuellement, du code et de la matière partout, eh bien, c'est une idée qui, évidemment, intéresse beaucoup les scientifiques. Et il y a donc un intérêt. Vous savez, les scientifiques ont toujours eu leur philosophe, n'est-ce pas? Hier, c'était Descartes. Mais aujourd'hui, au fond, ils trouvent dans la philosophie de Spinoza quelque chose qui est plus actuel pour eux que d'autres philosophies. Alors, mais ce n'est pas tout. Évidemment, il y a aussi toutes les interrogations que nous avons tous, n'est-ce pas, dans les démocraties occidentales, sur l'avenir de la démocratie. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes moins certains que, comme Francis Fukuyama l'était naguère, que, au fond, le monde entier sera démocratique, sera républicain, n'est-ce pas? Nous nous demandons si la démocratie va tenir le coup. Eh bien, comme Spinoza est l'un des premiers penseurs du courant républicain à avoir défendu la démocratie, évidemment, tous les philosophes politiques, si vous voulez, s'intéressent à ce qu'en a dit Spinoza. Il y a eu, Macheresse l'a très bien dit, il y a un intérêt des philosophes politiques, là encore, sur un plan international, pour la philosophie de Spinoza, et on va voir évidemment qu'elle a un intérêt certain, au-delà d'un certain intérêt. Et j'ajouterais, parce que vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que quand la jeune génération, moi j'étais très frappée quand ce livre est une commande de mon éditeur, n'est-ce pas, ce qui prouve qu'il avait quand même beaucoup de flair. Quand j'ai commencé à écrire ce livre sur Spinoza, comme j'avais toujours lu Spinoza toute ma vie et que je croyais bien connaître en tout cas sa philosophie politique, je dis, oh mais j'en ai pour 1 an ou 2 ans. Quand j'ai commencé à taper Spinoza sur mon ordinateur, n'est-ce pas, pour voir ce qu'il y avait sur Internet, il y a 6 ans, il n'y avait quasiment rien sur Internet. Si aujourd'hui, vous tapez Spinoza sur Internet, c'est une avalanche qui va déferler sur vous de livres,
d'informations. Les jeunes ont même fait un Spinoza, la fabrique Spinoza, un Spinoza en ligne. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, ça, c'est le signe, évidemment, de l'intérêt que la jeune génération a d'un seul coup conçu pour Spinoza, dans un réflexe que je trouve extrêmement sain, qui est bon. Bien, au fond, nous suspectons qu'un certain nombre de choses qui nous ont été enseignées, qui conduisent à une démiurgie que nous ne suivons pas tout à fait, font qu'on devrait aller chercher ailleurs, n'est-ce pas? Et ils sont allés, sans qu'on leur donne la permission, lire Spinoza. Alors, donc voilà, le retour à Spinoza, c'est une convergence évidemment de raisons, mais si vous voulez, qui, moi personnellement, m'a sidéré. Parce que dans ma vie intellectuelle, j'ai toujours considéré, avec regret évidemment, que je n'étais pas dans le mainstream, n'est-ce pas? J'étais toujours plutôt à contre-courant. Et pour une fois, n'est-ce pas, dans mon existence intellectuelle, et là je me retrouve, n'est-ce pas, dans un grand courant. Et d'ailleurs, je dois dire, vous voyez, ma fille m'a fait lire un livre que au départ, je n'ai pas eu l'intention de lire, mais qui est le livre de Frédéric Lenoir. Et je dois reconnaître qu'il mérite tout à fait le succès qui a été le sien, parce que sur les affects, c'est une excellente introduction à la compréhension pour un public vaste de Spinoza. Et bon, alors, de quoi je voudrais vous entretenir maintenant? Alors d'abord, premièrement, si vous le permettez, par une petite présentation biographique de Spinoza. Qui est Spinoza? Qui était Spinoza? Les philosophes ne procèdent pas toujours ainsi, parce que vous savez qu'il y a eu, en particulier en France, une séparation très rigoureuse entre, disons, la métaphysique et puis l'histoire. Et donc on se méfie un peu au fond du contexte historique. Mais vous présentant la biographie de Spinoza, je suis tout à fait fidèle à l'idée que Spinoza, lui, se fait des rapports de la philosophie et de l'histoire. Car Spinoza est issu incontestablement de la tradition humaniste, n'est-ce pas, de cette tradition, de la tradition de la philologie humaniste, qui estime que, en vérité, n'est-ce pas, les textes doivent être lus, compris, dans un contexte historique, d'abord à travers une langue et des concepts, ce qui est tout à fait fondamental, mais sans méconnaître le contexte historique. Et donc commencer par, au fond, la présentation biographique de Spinoza, c'est rappeler un peu dans quelle histoire il s'inscrit, et un peu à l'écart, vous voyez, d'autres interprétations qui ont aussi leur valeur, mais au fond qui essayent de comprendre Spinoza à partir d'aujourd'hui. Moi, par comment vous dire, un goût pour l'histoire, au fond, j'ai toujours tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire à comprendre ce qui est actuel, ce qui peut être actuel pour nous, mais à partir de ce qui a été actuel au moment où cela a été réfléchi, écrit et produit. Alors, donc, qui est Spinoza? Eh bien, Spinoza, tout simplement, comme je vous le disais déjà, est avec Descartes le plus grand philosophe des temps modernes, de l'âge classique. Et donc, si vous voulez, c'est nombreux. Alors, il a eu de nombreux biographes contemporains. Les deux plus célèbres, c'est Lucas et Colerus, et puis d'autres. Mais aujourd'hui, si vous voulez, du fait de l'intérêt pour Spinoza, on a découvert des choses absolument nouvelles, que je voudrais résumer brièvement. Eh bien, c'est que Spinoza n'est pas du tout, si vous voulez, le penseur érémitique qui a vécu tout seul, absolument enfermé, en faisant des combats de mouches et de toiles d'araignée, n'est-ce pas, comme on nous le représentait quand j'étais plus jeune. Non. Spinoza doit en fait être inscrit dans une triple tradition, qui a constitué pour lui une triple formation. Et pour le dire très simplement, d'abord, le courant Marane. Spinoza fait partie de ce courant Marane du judaïsme espagnol, qui, à la suite de l'expulsion de la communauté juive d'Espagne, a transité d'abord par la conversion, est allé au Portugal, et puis dans la famille de Spinoza, ils se sont retrouvés dans les Provinces-Unies, à Amsterdam. Et
C'est un courant extrêmement intéressant qui a été plus étudié il y a 1 ou 2 générations que dans la génération qui me précède immédiatement, parce que, en vérité, il y a une double appartenance dans ce courant Maran. Donc à cette grande culture, on pourrait dire judéo-arabe espagnole, où il y a eu une rencontre, n'est-ce pas, avec la pensée arabe, à son stade de développement le plus élevé. Et puis, d'une part, et d'ailleurs, le seul penseur de cette tradition que cite Spinoza, c'est Asdai Crescas, n'est-ce pas, qui est effectivement un très grand penseur. Spinoza le cite 2 fois, parce que c'est le premier penseur qui a critiqué, au fond, l'idée de finitude du cosmos qu'on trouve chez Aristote, n'est-ce pas, pour développer une pensée de l'infini. Et donc, déjà, si vous voulez, informer de la discussion critique de la physique d'Aristote, et deuxièmement, évidemment, de la confrontation avec la pensée chrétienne, n'est-ce pas, avec la pensée du monde européen et la pensée européenne. Et donc, dans la formation de Spinoza, au fond, il y a tout ça, et il y a aussi la relation immédiate au sein de sa communauté qu'il a entretenue avec 2 penseurs maranes qui ont fait l'objet d'excommunications très sévères parce qu'on considérait qu'ils ne suivaient pas, n'est-ce pas, au fond, les dogmes, disons, intégristes de leur tradition, qui étaient Uriel d'Acosta et Juan de Prado. Et vous savez que, au fond, cette formation, pour Spinoza, a subi un cran d'arrêt très important puisqu'il a été excommunié de la communauté d'Amsterdam. Alors, deuxième formation. À la suite de son excommunication, eh bien, Spinoza a vécu, on pourrait dire, s'est installé dans un milieu qu'on connaît aujourd'hui beaucoup mieux. Avant, on croyait que c'était que des protestants libéraux, les collégiens, dont je vais vous parler, ses amis. Mais d'abord, il a été en quelque sorte accueilli et recueilli par un catholique, issu d'ailleurs de la Compagnie de Jésus, auquel on s'est intéressé beaucoup aujourd'hui, Franciscus van den Enden, qui en fait était plus ou moins en délicatesse avec la compagnie, mais vous savez, on ne quitte jamais la Compagnie de Jésus, qui avait organisé une école de latin pour ceux qui voulaient apprendre de latin, un théâtre où peut-être Spinoza a joué, n'est-ce pas, dans une représentation, et surtout qui a mis Spinoza en contact avec les grands auteurs de la pensée moderne, c'est-à-dire avec Descartes, il lui a fait dire Descartes, Hobbes et Bacon. Et c'est auprès de Franciscus van den Enden que Spinoza donc, est rentré en contact avec la pensée moderne. Mais alors, plus longuement et pour tout le reste de son existence, son cercle, c'est le titre d'un ouvrage de Mensma, un de ses biographes, Le cercle des amis de Spinoza, eh bien, ce sont des protestants libéraux, ménonites comme Rembrandt ou collégiens, des jeunes collégiens, tous issus d'un milieu de bourgeoisie tout à fait aisé, n'est-ce pas, dans la République d'État des Provinces-Unies. Alors, pendant très longtemps, on pensait qu'au fond, c'était des disciples, qui n'avaient pas un grand intérêt. Mais aujourd'hui, que les études spinozistes, si vous voulez, se sont rapprochées d'eux, on les connaît beaucoup mieux. Louis Meyer, Simon de Vries, Jarry Gélès, Jean Bouffemester, enfin, si vous voulez, Peter Balling, j'en oublie. Qui étaient-ils? Eh bien, ils étaient des enfants au fond, ce monde du négoce, du grand négoce. Vous voyez, on dit quelquefois, on disait, je me souviens quand j'étais plus jeune, Jarry Gélès, il était épicier, mais ce n'était pas l'épicier du coin. Hein. C'était quelqu'un qui faisait le négoce des épices, c'est-à-dire des grandes richesses, n'est-ce pas, de l'époque dans la prospère Amsterdam. En contact, les Provinces-Unies, c'est un tout petit pays, n'est-ce pas, en contact avec le cercle des régents, Conrad von Benningen, Jonas Nutt, et avec Jean de Witt, si vous voulez, le grand pensionnaire de Hollande, qui a été le principal dirigeant de la République des Provinces-Unies jusqu'à ce qu'elle s'effondre lors de l'invasion par les troupes de Louis XIV. Et vous savez qu'il a été assassiné dans des circonstances vraiment affreuses. Mais donc, si vous voulez, dans ce cercle, où Spinoza d'ailleurs a vécu en déménageant jusqu'à rejoindre quasiment La Haye, eh bien une vie très, si vous voulez, très simple. Hein. Il a adopté un style de vie très frugal, très simple. Il vivait des cours qu'il donnait. D'ailleurs, le premier livre qu'il a publié, le seul livre qu'il a publié sous son nom,
les principes de la philosophie de Descartes, eh bien, c'est un livre, au fond, c'est le résumé de l'exposé de la philosophie de Descartes qu'il avait fait pour un de ses élèves, n'est-ce pas? Et donc, et ensuite, il a vécu tout à fait, si vous voulez, tout à fait régulièrement et sobrement, mais dans ce cercle, une société de pensée, un peu comme ici, n'est-ce pas? Mais où on se posait des problèmes tout à fait fondamentaux, et en particulier deux problèmes qui étaient les grands problèmes de cette deuxième partie de l'âge classique. Premier problème, la reconstruction de la philosophie, sous le choc de l'irruption de la mécanique, de la physique moderne, qui avait périmé avec la physique aristotélicienne, la philosophie aristotélicienne. Et j'en demande pardon au cercle Aristote, bien que, comme beaucoup, j'admire énormément Aristote, qui a eu une longévité exceptionnelle en ce qui concerne sa philosophie politique, puisqu'il a inventé tous les concepts dont nous nous servons aujourd'hui, c'est-à-dire république, démocratie, mais dont la physique, quoiqu'elle fût hautement théorique, a été évidemment, mais une physique du cosmos finie, hiérarchique, non mathématisable, a été balayée par les découvertes de la physique moderne, n'est-ce pas, d'un monde infini, d'un monde homogène dans toutes ses parties, d'un monde par conséquent mathématisable. Donc, reconstruire la philosophie, c'était le grand problème de tous les jeunes penseurs de l'époque, et c'est ce à quoi s'attelaient et discutaient Spinoza et ses amis. Et deuxième problème, le deuxième problème, qui est au cœur là du grand courant républicain de l'âge classique dont je vais vous parler, c'est les problèmes théologico-politiques, les rapports de la religion et de la politique à cette époque, qui est une époque de sécularisation, mais qui est une époque encore, n'est-ce pas, où tous les penseurs sont, si vous voulez, ont une orientation confessionnelle. Et le problème de la sécularisation, nous y reviendrons, c'est évidemment qu'est-ce qu'on doit mettre de côté, mais qu'est-ce qu'on doit garder, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on doit garder? Voilà. Et donc, alors pour résumer, vous voyez, cette présentation de Spinoza, je vous dirais que, évidemment, ça se sent quand on essaie de lire Spinoza. C'est que Spinoza, ne disons pas bien. Alors, j'ai oublié ma Pléiade, mon troisième volume de la Pléiade, j'en ai épuisé 3, avec lequel je me trimballe d'habitude, parce que c'est un petit corpus. Oui, un volume de la Pléiade, il y manque simplement un petit ouvrage, l'abrégé de grammaire hébraïque que Spinoza a rédigé à la fin de sa vie. Mais c'est un petit corpus. Un grand livre, un seul grand livre de philosophie, l'éthique. Il n'a pas écrit 3 critiques de la raison comme Kant, non. Un petit, précédé par j'allais dire des opuscules, c'est peut-être un peu méprisant pour le court traité, les principes de la philosophie de Descartes, le traité de les pensées métaphysiques et le traité de la réforme de l'entendement. Voilà pour toute sa philosophie. Et 2 traités politiques, le traité théologico-politique et le traité politique. Et c'est tout. Vous voyez, au fond, c'est mince du point de vue quantitatif. Mais derrière cette minceur, eh bien, il y a un Himalaya, n'est-ce pas, de réflexion et du coup aussi de difficultés. Et cet Himalaya de réflexion et de difficultés, évidemment, est lié au caractère extrêmement vaste, aussi bien dans le temps que important des questions dont Spinoza s'est occupé. Et je dois ajouter pour terminer ce tableau, c'est que Spinoza a été reconnu d'emblée, n'est-ce pas, comme un philosophe, malgré si vous voulez, les résistances qu'il a rencontrées au moment de la publication du traité théologico-politique, où au fond sa réputation d'athée s'est répandue comme une traînée de poudre, mais il a été reconnu d'emblée comme l'un des plus grands penseurs de son temps. Démonstration, eh bien, Louis XIV a voulu lui donner, d'abord, premièrement, il est rentré en relation avec Jean de Witt. Ensuite, Louis XIV a voulu lui donner une pension. L'électeur palatin lui a offert une chaire à Heidelberg, qu'il a refusé. Tout ça, il l'a refusé. Mais davantage encore, vous voyez, quand il y a eu l'invasion française en Hollande, Saint-Évremont, Condé ont voulu absolument le rencontrer. Et mieux encore, le premier secrétaire de la Royal Society, Saint-Évremont, Henri Oldenburg, eh bien, est devenu son correspondant.
Donc Spinoza a été reconnu d'emblée, ça nous le savons par les études hollandaises aujourd'hui, parce que c'était une chose qui était passée un peu sous silence, comme une star de première grandeur de la pensée européenne. Et j'ajoute même qu'à l'Académie royale des sciences en France, eh bien, le jeune Leibniz, qui était un honorable correspondant, Christian Huygens, qui était une gloire de la physique moderne, et un des correspondants de Spinoza, Tchernaos, ont fait sa propagande, n'est-ce pas? L'ont fait connaître en France et sa pensée. Donc vous voyez, alors, autrement dit, Spinoza, sa personnalité, elle est une personnalité très intéressante. Je dirais quand même que c'est le premier juif laïque à occuper une place de premier plan dans la pensée philosophique européenne, et après sa mort, hein, c'est la fin, si vous voulez, de la République du siècle d'or, 1632-1677, eh bien, il a été l'objet successivement de 2 grandes réceptions dans les Lumières, dans le mouvement des Lumières, anglaise, française, et suivi de 2 relégations, n'est-ce pas? Il a été ensuite très sévèrement critiqué, et dans les Lumières allemandes, également suivi d'une relégation. Voilà donc pour la personnalité de Spinoza. Alors maintenant, donc, les questions que je voudrais, si vous voulez, vous présenter, qui sont en débat, enfin les idées qu'on se fait habituellement sur Spinoza, n'est-ce pas? Alors d'abord, parmi ces différentes questions que je voudrais traiter, il y a évidemment, au fond, Spinoza est-il un athée et quelle est sa conception de Dieu? Deuxièmement, qu'est-ce qui le sépare de cette grande philosophie du sujet qui a dominé, qui était la via moderna, la voie moderne, la voie royale de la modernité, de la philosophie moderne? Ensuite, quelle était au fond sa conception de l'homme à lui? Est-ce qu'il avait une conception du sujet? Est-ce qu'il avait une conception de l'homme? Quelle était sa morale? Et quelle était sa politique? Vous voyez, j'essaie de balayer beaucoup de choses, mais je vais le faire aussi brièvement que c'est possible. Alors d'abord, l'athéisme. Alors, je dirais tout de suite que voilà une question, l'athéisme de Spinoza et sa conception de Dieu, qui est vraiment au centre des débats qu'il a engendrés. Parce que le débat n'a jamais cessé, n'est-ce pas? Il est aujourd'hui un peu affadi, je vais vous dire pourquoi, mais au fond, il a suivi Spinoza dans la postérité du spinozisme interminablement. Dès qu'il a publié le traité théologico-politique, un de ses correspondants, Lambert van Velthuizen, a immédiatement écrit à un de ses amis, eh bien écoute, il n'y a aucun doute, c'est un athée. Et quand Spinoza a lu ça, c'est la lettre 43 dans la correspondance, il s'est vraiment, si vous voulez, rebiffé avec une énergie sans pareille, en estimant qu'il était totalement caricaturé. Et il a donné 2 arguments. Il a dit, premièrement, je ne suis pas athée comme les libertins qui ont une vie déréglée, alors que lui, effectivement, avait une vie tout à fait tranquille. Mais deuxièmement, dit-il, je ne vois pas comment on peut considérer comme athée quelqu'un qui ne croit qu'à l'amour de Dieu et à une vie en Dieu. Voilà, c'est les 2 arguments qu'il objecte. Et donc, pour lui, n'est-ce pas, il a même ajouté qu'enfin on le déformait autant que Vossius, vous savez, dans la querelle d'Utrecht, c'était un pasteur tout à fait fondamentaliste qui avait qui avait bousculé Descartes en disant que Descartes était lui aussi un athée. Et pourtant, n'est-ce pas, eh bien, c'est ça ce sera l'interprétation des Lumières françaises. Et ça vient d'ailleurs de Pierre Bell. Vous savez, Pierre Bell, le pasteur protestant, qui a fait le dictionnaire historique, qui a écrit sur Spinoza, qui a fait de grandes choses dans le domaine de la liberté de conscience. Mais, au fond, Pierre Bell, son idée de Spinoza était la suivante. Athée vertueux, certes, mais athée de système. N'est-ce pas? Donc, il estimait que Spinoza était un athée. Et si vous lisez l'article Spinoza dans la grande encyclopédie, ce qu'écrit Montesquieu sur Spinoza, du moins au début de ses écrits, ou encore d'Holbach, vous verrez, toutes les Lumières françaises tiennent pour l'essentiel Spinoza pour un athée. Bon. Alors, mais, voilà où commence le débat, les Lumières allemandes, n'est-ce pas? Il y a une querelle du spinozisme dans les Lumières allemandes qu'on appelle la querelle du panthéisme. Les Lumières allemandes ont réagi au départ tout à fait différemment.
Moi, j'ai tendance à trouver qu'ils sont bien meilleurs philosophes que les Lumières françaises. Pourquoi? Eh bien, démonstration. Goethe, n'est-ce pas, grand penseur et esprit juste s'il en est, lorsqu'il a entendu, d'abord quand il a eu l'article de Bell sur Spinoza, explosé d'indignation. Ensuite, quand Jacobi, n'est-ce pas, qui suivait cette interprétation, a dit que donc Spinoza est un athée, il dit non, non, pas du tout. Vous dites qu'il est un athée, et bien moi je dis qu'il est théissimus et christianissimus, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Novalis, si vous connaissez un peu, si vous êtes intéressé un petit peu à cette glorieuse génération du Stift de Tübingen, n'est-ce pas, qui a donné le grand idéalisme classique allemand, Novalis a dit que Spinoza était ivre de Dieu. Et quant à Hegel, lui, qui a expliqué que sans Spinoza, pas de philosophie, eh bien, il a ajouté, parce qu'il est il est très ambivalent, hein, comme je l'expose dans mon livre à la fin, Hegel à l'égard de Spinoza. Finalement, il a conclu ce débat en disant, chez Spinoza, c'est de Dieu qu'il y a trop. Il y a trop de Dieu, n'est-ce pas, chez Spinoza. Et alors, pour vous donner un aperçu au fond de la façon dont je conçois cette question, eh bien, je vais commencer au fond, je vais essayer d'éclairer ici ce que sont les positions de Spinoza sur la religion et ce qu'est sa conception de Dieu. Mais pour ce faire, je pense qu'il faut avoir à l'esprit, c'est pour ça que Spinoza est de l'époque de la sécularisation, n'est-ce pas? Il est de ce grand XVIIe siècle dont Harmogat a dit si vous voulez, qu'il est le siècle de la Bible. Tout le monde fait du théologico-politique au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on sort d'un monde qui était entièrement pris dans le sacré, n'est-ce pas? Dans la vie religieuse et confessionnelle. Et le mouvement de sécularisation, comme l'a dit l'historien belge Georges de Lagarde, n'est-ce pas, l'essor de l'esprit laïque au déclin du Moyen-Âge, c'est un mouvement où on tente, comment vous dire, de redéfinir d'une façon différente de celle de l'époque médiévale, depuis les humanistes, les rapports de la religion et de la société, les rapports de la religion et de la politique. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a tant de traités théologico-politiques à cette époque-là. Spinoza a écrit un traité théologico-politique, mais il n'est absolument pas original. Si vous ouvrez le Léviathan de Hobbes, vous verrez que toute la deuxième partie, c'est un traité théologico-politique. Si vous lisez Locke, n'est-ce pas, vous verrez aussi qu'il y a du théologico-politique. Si vous lisez Bossuet, c'est pour vous dire que ça frappe absolument toutes les orientations religieuses. Vous savez que Bossuet a écrit une politique tirée de l'Écriture sainte. Tout le monde fait ça au XVIIe siècle. Tout le monde tâche de réfléchir non seulement sur ce qu'on doit laisser de côté en matière théologique, mais sur ce qu'on doit garder et ce qu'on doit en tirer. Et ça a commencé d'ailleurs au XVIe siècle, puisque vous savez que ce sont les docteurs néo-thomistes de l'école de Salamanque, les Vitoria, les Las Casas, au moment de la querelle de Valladolid, qui les premiers ont fabriqué un droit nouveau, les droits de l'homme, à propos du droit des Indiens, à partir des Écritures, n'est-ce pas, à partir du théologique. À partir du théologique, ils ont inscrit dans le droit, pas seulement dans un discours religieux, mais dans le droit, les droits des Indiens, droits de l'homme, droit à l'égalité devant la loi pour les Indiens. Et donc, dans cette période de sécularisation, oui, bien sûr, il y a tout un mouvement de séparation avec le religieux. Alors nous qui sommes tous issus, n'est-ce pas, quelles que soient par ailleurs nos convictions, au fond de ce mouvement très grand qui a été celui des Lumières françaises, nous avons tendance à penser qu'il n'y a que la séparation, n'est-ce pas? Que la séparation, tout le monde connaît le mot de Voltaire, écrasons l'infâme, et que par conséquent, finalement, la sécularisation, ça a été la séparation. On a mis la religion à côté. Mais c'est vrai pour la France, mais ce n'est pas vrai, par exemple, pour l'Angleterre. Ce n'est pas, si vous connaissez les Lumières anglaises, Newton, Locke, tous, n'est-ce pas, sont des esprits très religieux, n'est-ce pas? Et ce n'est pas vrai non plus pour l'Allemagne, évidemment, c'est encore moins vrai pour l'Allemagne. Et donc, pourquoi? Parce qu'au fond, au-delà de l'idée de la séparation, il y a une autre idée qui est toute puissante dans ces traités théologico-politiques, c'est qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on doit garder? Et la réponse est unanime. Eh bien, ce qu'on garde, ce sont, au fond, les valeurs morales qui nous ont été transmises sous une forme religieuse, mais qu'on ne doit pas laisser tomber. Et vous voyez, donc, alors,
si on prend, mais j'y reviendrai, vous savez, à propos du traité théologico-politique de Spinoza, mais pour le dire d'un mot. Dans le traité théologico-politique de Spinoza, ce qui a fait scandale, c'est que Spinoza traite les Écritures, n'est-ce pas, en dehors de sa critique des cérémonies religieuses, mais il traite les Écritures comme n'importe quel autre texte, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il applique aux Écritures les normes de l'exégèse critique de la philologie humaniste. Erasme l'avait fait avant lui, et l'école biblique de Jérusalem le fait aujourd'hui après lui. Ça n'a pas détruit la religion, ça ne l'a pas détruite, non. Mais ça l'a, si vous voulez, ça l'a quelquefois densifié, ça l'a quelquefois affermi ou stabilisé. Mais au fond, en dehors de ça, donc il y a une critique radicale, et de cette critique radicale, que sort-il? Eh bien, quelque chose que Galilée avait déjà affirmé dans la lettre à Castelli, qui a malheureusement servi de pièce pour, si vous voulez, l'accusation à son procès, c'est l'idée, il ne faut pas que la religion se mêle, et en particulier les textes religieux, se mêlent de décider ce qui est vrai et ce qui est faux dans le domaine de la science. Il faut laisser la science à part et tranquille. Il y a le domaine de la foi et il y a le domaine de la science. Ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui va évidemment se déployer, se développer pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, et en particulier grâce à Spinoza, puisque celui-ci est un des théoriciens de la liberté de conscience, n'est-ce pas, qui est évidemment le droit de l'homme qui est lié à cette idée qu'il faut laisser une liberté de la science. Mais, en général, on pense qu'au fond, le traité théologico-politique de Spinoza et sa conviction s'arrêtent là. Mais pas du tout. Parce qu'on ne lit pas, et quand je dis on ne lit pas, beaucoup de ceux qui font l'exégèse du traité théologico-politique, par exemple, je pense à quelqu'un comme Antonio Negri, n'est-ce pas? On ne lit pas la deuxième partie. Ou alors on dit qu'elle est imbécile, ou qu'elle n'est pas intéressante, ou que Spinoza, finalement, ne sait pas tout à fait ce qu'il dit. Et dans la deuxième partie du traité théologico-politique, Spinoza se pose une toute autre question. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'il faut garder? Et il dit, eh bien, ce qu'il faut garder, n'est-ce pas, ce sont les valeurs de charité et de justice qui viennent des Écritures, et le résumé impérissable qu'en a fait le Christ, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est à partir de ça qu'on doit construire la politique moderne. C'est à partir au fond, de cet effort. Alors, je dis pourquoi c'est important de noter ça, parce que, vous voyez, c'est cet effort théologico-politique. Si quelques-uns d'entre vous ont lu La philosophie de la République, eh bien, c'est cet effort théologico-politique qui a produit les droits de l'homme. Vous vous tournez vers le droit romain et les républiques antiques. Il n'y a pas de droits de l'homme. Il y a des droits du citoyen, il y a du droit civil, il y a aussi un petit noyau de droits de l'État, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de droits de l'homme. Et quand commence, c'est-à-dire, comme l'a dit Hannah Arendt, c'était très juste, n'est-ce pas? À Rome, homo, c'est l'homme sans droit, l'esclave, par opposition au citoyen. N'est-ce pas? Il n'y a pas de droit de l'homme. Puisque, en fait, il y a un droit le droit civil est un droit de la cité. Il n'y a pas de droit de l'humanité. Alors, il y en a dans la culture romaine, chez Terence, chez les stoïciens, dans la culture romaine, vous avez l'idée d'une humanité qui est une. Mais avant, si vous voulez, le christianisme, il n'y a pas de droit de l'homme. Hein. Et, eh bien, avant le judéo-christianisme, si vous voulez, il n'y a pas de droit de l'homme, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, toute l'humanité a été créée par Dieu et elle est unifiée. Eh bien, tous les droits de l'homme sont sortis de cet effort théologico-politique et ont été fabriqués à partir des Écritures. C'est vrai pour le droit à l'égalité des Indiens chez les néo-thomistes, c'est vrai pour le droit à la sûreté chez Hobbes, si vous lisez Hobbes, n'est-ce pas, dans le Léviathan, et c'est vrai pour le droit à la liberté de conscience, on va le voir que fait Spinoza, etc. Et c'est encore vrai pour le droit de propriété tel que l'argumente Locke, n'est-ce pas? Et tout ce droit-là, tous les droits de l'homme ont été sortis de cette culture théologico-politique. Et donc, voilà. Alors voilà pour au fond la critique de la religion. Mais si vous voulez, donc, mais ça ne suffit pas parce que on dit mais au fond peut-être. Alors maintenant, quelles sont les définitions que Spinoza donne de la religion? Spinoza dit que la religion, n'est-ce pas, qu'il différencie de la superstition. Parce que la superstition, au fond, c'est l'acceptation de certaines valeurs, mais dans la crainte, parce qu'on vous les transmet autoritairement. Tandis que la religion,
c'est la vie avec l'idée de Dieu, dit-il, la vraie religion pour lui. C'est la vie avec l'idée de Dieu. Et par le raisonnement, par le calcul rationnel, eh bien, aime ton prochain comme toi-même, on peut le retrouver aussi bien que si on vous oblige d'y croire. Voilà son idée. Alors, deuxièmement, Dieu. Alors, là, j'en viens tout de suite à Dieu, parce que là, c'est évidemment une des choses les plus discutées et les plus difficiles chez Spinoza. Alors, écoutez, en exorde de ce que je voudrais dire sur la conception de Dieu chez Spinoza, je vais m'appuyer sur quelqu'un qui n'est pas rien, n'est-ce pas, mais parce qu'il partage totalement la conception du divin qui est celle de Spinoza et qui est Einstein, n'est-ce pas? Vous savez qu'Einstein n'était pas un athée. Eh bien, voici ce qu'il a dit. Mes conceptions sont proches de celles de Spinoza, admiration pour la beauté et foi en la simplicité logique de l'ordre et de l'harmonie que nous ne pouvons appréhender qu'avec humilité de façon imparfaite. Il a dit encore, je cite, « Tout est déterminé par des forces sur lesquelles nous n'exerçons aucun contrôle, pour l'insecte aussi bien que pour les étoiles, êtres vivants, végétaux ou poussières cosmiques, nous dansons tous sur un air inconnu, joué au loin par un flûtiste mystérieux. » Eh bien, alors, donc, vous voyez, donc, que veut dire Einstein? Eh bien, il veut dire qu'il croit au fond, à un Dieu qui règne, n'est-ce pas, dans l'univers. Il ajoutera d'ailleurs, mais ce Dieu, au fond, n'est pas anthropologique. Et alors, maintenant, je reviens à Spinoza. D'abord, si vous lisez l'éthique, vous verrez Dieu est partout dans l'éthique. Il est au début, n'est-ce pas? Au livre 1, il est partout, n'est-ce pas? Il tient exactement la place du je pense, du cogito, de la conscience, qui est celle qu'on trouve chez Descartes. Et alors, que nous dit-il de Dieu? Eh bien, il dit que Dieu est cause de soi, qu'il est infini, qu'il est éternel, qu'il est substance unique et que de lui jaillissent et rejaillissent toutes les forces de vie. Alors, bien entendu, c'est un Dieu, comment vous dire, qui est très éloigné, n'est-ce pas, à l'homme. Et alors, là aussi, on estime que Spinoza, au fond, n'est pas un véritable croyant, en quelque sorte, ou un véritable quelqu'un qui a une véritable conscience de Dieu, parce qu'il a utilisé en incise, mais c'est toujours la formule comme ça vient, je ne dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais enfin tardivement dans la partie 4 de l'éthique, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Et on dit, Spinoza, c'est très simple, puisqu'il dit que en Dieu et dans la nature, il n'y a que Dieu et des existences singulières, des modes finis, il n'y a que ça qui existe. Eh bien, en fait, Spinoza a rabaissé Dieu sur la nature. Mais c'est parfaitement inexact. Et pourquoi? Parce que Spinoza distingue, quand il parle de la nature, n'est-ce pas, il a son idée de la nature, il distingue ce qu'il appelle la nature naturante, c'est-à-dire la création, la nature comme elle est produite, la nature naturante, et le résultat, la nature naturée, c'est-à-dire telle que elle nous apparaît et dans laquelle nous sommes. Et donc ça, si vous voulez, cette formule, Deus sive natura, qui fait de Spinoza un philosophe, si vous voulez, panthéiste en quelque sorte, n'est-ce pas, panthéiste, eh bien, elle est au fond, elle est l'arbre, à mon sens, qui cache la forêt. Et Hegel est beaucoup plus juste, n'est-ce pas, quand il dit, chez Spinoza, c'est de Dieu qu'il y a trop. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est pour Spinoza, qu'est-ce que c'est Dieu pour Spinoza? Eh bien, c'est la substance, la seule substance, si vous voulez, la cause de soi, infinie, existante, parfaite, toute puissante, bref, pour le dire autrement, infinie, surtout il y a tout un développement sur l'infini, on y reviendra si on a le temps d'en parler, mais une force cosmique immense, jaillissante, toujours productive, toujours reproductive, à l'infini de tous les êtres existants. Et évidemment, sa conception n'est pas anthropologique, n'est-ce pas? Ce n'est pas un Dieu qui est, si vous voulez, alors, mais en quel sens elle n'est pas anthropologique? Et qu'est-ce que combat Spinoza? Parce que combat Spinoza,
c'est l'idée que Dieu aurait créé le monde pour nous, n'est-ce pas? Pour nous. C'est-à-dire comme le croit la pensée finaliste, alors que pour Spinoza, en fait, nous sommes en Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes en Dieu, nous sommes dans la création, et en fait, en Dieu, n'est-ce pas, sa puissance et son existence et les lois qu'il a créées se confondent, et par conséquent, connaître les lois de la nature, eh bien, c'est connaître Dieu. Et alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est connaître une détermination des causes et des effets qui s'enchaînent à l'infini. Et plus nous connaissons les lois de Dieu, et plus nous approchons Dieu. Et alors, il y a donc là, une idée d'infini qui est absolument extraordinaire chez Spinoza. Spinoza est un des premiers théoriciens de l'infini moderne. Vous savez, l'idée que dans l'infini, qu'on enseigne aux enfants lorsqu'on leur enseigne la théorie des ensembles et qu'ils ont beaucoup de mal à accepter, à savoir que dans l'infini, la partie peut être plus grande que le tout, n'est-ce pas? Et oui, qui est une idée du continu, l'idée de l'infini. Eh bien, ça a un rapport, vous voyez, avec la découverte de l'infinité du monde, puisque si la création est infinie, eh bien c'est l'infini et non la finitude qu'il faut comprendre. Toute la philosophie moderne, je vais y venir, la via moderna principale est une philosophie de la finitude, n'est-ce pas? On est le nez sur la finitude, hein. L'être pour la mort d'Heidegger, etc. C'est la finitude. Eh bien, au contraire, la philosophie de Dieu de Spinoza est une philosophie de l'infini, et elle a évidemment un rapport très important. Il est du temps après Kepler, après Tycho Brahe, après surtout du temps de Newton, avec la découverte des mondes infinis. D'ailleurs, je veux dire, moi, ma réaction, n'est-ce pas, quand je suis en face de collègues qui continuent à nous expliquer à quel point, n'est-ce pas, nous sommes absolument centraux, je dis, mais comment, avec les centaines de milliards de galaxies dont on nous parle, on peut encore penser que nous sommes si importants dans l'univers? Nous sommes quelque chose d'important, bien sûr, mais de penser que l'univers n'a été fait que pour nous. Voilà. Donc, voilà. Alors, je termine sur sa conception de Dieu, parce qu'il faudrait y passer évidemment beaucoup plus de temps, mais qu'est-ce que c'est que le Dieu de Spinoza? Eh bien, le Dieu de Spinoza, ce n'est pas le Dieu des théologiens de son époque, mais en revanche, c'est le Dieu des astrophysiciens de son temps. C'est le Dieu de Kepler, c'est le Dieu de Newton. Vous savez que tous ces physiciens, l'âge théologico-scientifique classique, cherchaient Dieu, n'est-ce pas? Ils cherchaient Dieu dans la physique. C'est le Dieu d'Einstein, c'est le Dieu de l'astrophysique. Mais ce n'est pas un athéisme, vous voyez. Alors, le Christ, là, je n'ai pas le temps de... Eh bien, Spinoza, pour Spinoza, le Christ, c'est le sage, parce qu'il fait une sorte d'identification héroïque au Christ, Spinoza. C'est le sage auquel Dieu a parlé comme à Moïse, ou mieux, c'est sa formule, l'entendement éternel et infini de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a dit « je suis la vérité et la vie », c'est-à-dire en fait que Spinoza traduit comme ça « je suis la vérité de la vie », n'est-ce pas? Voilà. Et celui qui a dit « aime ton prochain comme toi-même », comme d'ailleurs le rabbin Hillel. Et donc pour lui, mais ce n'est pas, encore une fois, là, dans sa correspondance avec Oldenburg, il est extrêmement clair, ce n'est pas le Christ, comme il dit, selon la chair. Mais c'est pour lui, c'est le Christ, c'est au fond quelqu'un qui a compris Dieu et qui a transformé les lois de Dieu en lois du cœur pour les humains et qui a fait donc accomplir un grand pas à la philosophie et à la vie humaine. Alors, est-ce que vous me permettez de prendre une toute petite pause après, et avant d'aborder la question maintenant qui est centrale de la philosophie du sujet? Je ne voudrais pas non plus vous accabler sous des notions qui seraient peu compréhensibles. Mais alors, donc, autre question qui se pose à propos de Spinoza, on dit, bon, mais c'est bien joli, puisque, alors, comme je vous le dis, pour Spinoza, dans sa conception de Dieu et de l'univers, eh bien, il n'y a que deux réalités, pardonnez-moi, Dieu et les existences singulières, ce qu'il appelle les modes finis de la substance. Mieux, pour lui, dans l'univers, Dieu, qui est la seule substance, il n'y a pas d'autre universel, alors que pour la philosophie d'Aristote, n'est-ce pas, il y avait des universaux à chaque étage de l'univers. Eh bien,
Donc, si vous voulez, je perds le fil de ce que je voulais vous dire. Ah oui, il n'y a donc que les attributs de la substance, l'attribut de l'esprit et l'attribut du corps. Dieu a une infinité d'attributs, mais nous en connaissons deux, nous les humains. Nous, ces modes finis particuliers, comme d'ailleurs, on connaît deux de ces attributs, on connaît l'esprit et le corps. Pour comprendre d'ailleurs la pensée de Spinoza, je crois que c'est encore plus accessible quand on traduit la façon dont on parle de l'esprit et du corps aujourd'hui, le code et la matière, n'est-ce pas? Pour Spinoza, il y a du code et de la matière dans tout l'univers. Et je vous dis, et alors, j'ouvre une parenthèse pour dire quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'il dit, premièrement, de l'esprit et de la matière, il y en a dans les animaux, n'est-ce pas? Les animaux ne sont pas des machines, et il y en a aussi dans les végétaux. Ce n'est pas les mêmes que le nôtre, mais il y a de l'esprit et du corps. Et là où il est extraordinaire, je trouve, parce que ça vraiment, c'est une des choses qui m'a personnellement le plus frappé, il dit il y en a aussi dans les minéraux. Et c'est vrai, n'est-ce pas, qui a fait de la chimie avec le tableau de Mendeleïev, il y a du code dans la chimie, n'est-ce pas? Il y a du code, il y a du code. H2O, c'est du code. Et alors là, je quitte pour une minute comment vous dire, la réflexion spinoziste pour venir, au fond, à ce à quoi elle répond et à ce à quoi elle tourne le dos, c'est-à-dire l'avenue principale de la philosophie moderne, le sujet. Le sujet. Vous savez, donc, le grand tournant, c'est comme ça qu'on nous l'enseignait quand j'étais sur les bancs de la faculté, le grand tournant de la philosophie moderne, de la via moderna, qui commence avec les franciscains, avec le refus des universaux aristotéliciens, mais a été marqué dans une reconstruction absolument magistrale de la philosophie, après, le dégagement, la péremption, l'écroulement de la philosophie aristotélicienne, par un philosophe de génie qui s'appelle Descartes. N'est-ce pas? Et alors, qu'a fait Descartes? Eh bien, Descartes, au fond, a opposé à la connaissance-contemplation du monde qui était celle des anciens, n'est-ce pas, qui pensaient que, dans leur audace grecque, que, au fond, notre esprit, notre logos, notre langage, notre logique était absolument identique aux arcanes du monde, n'est-ce pas? Et donc, on pouvait contempler le monde. Il était aussi rationnel que notre esprit. Eh bien, Descartes, prenant en considération et appui sur le grand mouvement de scepticisme, n'est-ce pas, que sais-je, de Montaigne, l'éloge de la folie, d'Erasme, la docte-ignorance du cardinal de Cuse, enfin le grand mouvement là, qui a balayé absolument les débuts de la Renaissance, pour dire, non, finalement, au fond, la connaissance, ça ne peut pas être une contemplation parce que, en raison d'une fiction qu'il élabore, mais qui en fait rend parfaitement compte de l'état d'esprit de son époque, c'est-à-dire la fiction du malingénie, n'est-ce pas? Et si, contrairement à ce que j'ai toujours pensé, mon esprit ne reflétait pas du tout le monde, parce que ça serait un malingénie et pas un Dieu bon qu'il aurait fabriqué, eh bien, du coup, toutes mes représentations sont fausses, et donc la connaissance est une représentation, n'est-ce pas, où la part humaine est fondamentale. Et donc là où les anciens présupposaient une harmonie entre notre raisonnement et le monde, eh bien les modernes, à partir de Descartes, suspectent une distance infranchissable, une rupture, un hiatus, et du coup on sort de cette nuit du scepticisme, n'est-ce pas, par, au fond, un seul point d'appui, le je pense. Je pense, en fait, la seule chose dont je sois vraiment sûre, c'est que c'est moi qui pense, le cogito, et donc s'il y a de l'être, il est lié au je pense. Et il est lié au je pense, il est lié à l'effort humain de la connaissance, et de là, si vous voulez, toute la suite, au fond, de la philosophie dite réflexive, à notre réflexion, la fabrication, n'est-ce pas, des concepts a priori, des catégories transcendantales qu'on trouvera chez Kant, qui est un des petits-neveux de Descartes. Et on connaît les phénomènes, on ne connaît pas les choses en soi, on ne connaît pas les noumènes, etc. Alors, et donc Descartes, vous voyez, nous dit que, au fond, le cogito a un rapport avec notre conscience, et donc il fait grandir extraordinairement la part du sujet
de la subjectivité dans le savoir. Et alors, il nous dit aussi, n'est-ce pas, et, parce que Descartes, au fond, paye, ça c'est une grande reconstruction, mais je voudrais vous montrer qu'elle supporte un coût assez élevé, n'est-ce pas? Je dirais même elle a trois conséquences, cette conception. La première, c'est de sortir l'homme de la nature, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas dans la nature, nous sommes exilés de la nature, puisque nous, au fond, la nature, c'est pas sûr qu'elle est exactement comme nous, n'est-ce pas, comme notre esprit. Eh bien, nous, on n'est pas dans la nature. Et puis, si on n'est pas dans la nature, ce n'est pas grave, parce que nous pouvons devenir maîtres et possesseurs de la nature. On va pouvoir dominer la nature. Ça, c'est la première conséquence. L'homme n'est plus dans la nature. Deuxième, comment vous dire, reconstruction de Descartes, le dualisme. Descartes, lui aussi, n'est-ce pas, montre qu'il y a dans la nature de l'âme et du corps, de l'esprit et du corps, mais il institue une séparation au cordeau, n'est-ce pas, on pourrait même dire au couteau, entre l'âme et le corps. Et alors, ça a de grands avantages, cette séparation au cordeau de l'âme et du corps. Il dit, dans la nature, il n'y a que du corps, il n'y a que de la matière. Du coup, c'est plus la peine de nous enquiquiner avec ça. On peut parfaitement quantifier l'étendue, on peut la géométriser, on peut faire de la physique. Et c'est sa réponse du berger à la bergère, si vous voulez, des théologiens qui voulaient interdire les développements de la physique. Ils trouvent un moyen, n'est-ce pas, d'autoriser le développement d'une physique mathématique. Mais là encore, n'est-ce pas, ça c'est le dualisme. Ce dualisme, dans l'être, il le réplique, mais avec une hiérarchie dans le psychisme humain. Non seulement dans l'homme, il y a de l'âme et du corps, mais dans le psychisme, il y a une division, à partir du moment où nous avons une telle importance dans la connaissance, entre la volonté et l'entendement. Et l'entendement est fini, la volonté est infinie. La volonté qui est la base du jugement. On trouvera exactement, n'est-ce pas, le même scénario dans la philosophie de Kant. L'importance du jugement, l'importance de la volonté. Et donc, évidemment, vous voyez, alors, il y a les avantages dans la reconstruction de la possibilité de la légitimation d'une physique sont très grands. Et alors, troisièmement, bon, il fait quand même une place à Dieu, Descartes, à la fin. Il fait une place à Dieu, mais ça vient qu'à la troisième méditation. Si vous voulez, Dieu, c'est, vous savez, le Dieu caché des jansénistes du XVIIe siècle, c'est déjà chez Descartes, n'est-ce pas? Dieu s'éloigne terriblement. Et Dieu n'est pas central, vous voyez, il n'est pas central chez Descartes. Et donc, alors, conséquence de cette doctrine, eh bien, l'homme, sorti de la nature, n'a plus rien à voir avec les animaux, n'est-ce pas? Il n'a plus rien à voir avec les animaux. Et c'est Descartes qui a inventé cette théorie assez barbare pour nous aujourd'hui des animaux-machines. Les animaux n'ont aucune âme, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas de sentiments. Et de même, autre chose, n'est-ce pas? Eh bien, cette démiurgie du sujet, alors c'est pas chez Descartes déjà, mais cette démiurgie du sujet par laquelle la volonté peut dresser par exemple toutes les passions, eh bien elle aura un avenir dans la philosophie. Et l'avenir dans la philosophie, malheureusement, alors ça celui qui en a dressé en quelque sorte la carte désastreuse, c'est Heidegger dans sa lettre à Schelling. C'est bientôt, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, eh bien, sera sublimé en surhomme. Bientôt, Dieu n'a plus beaucoup d'importance, comme le reprochera Pascal à Descartes dans la philosophie cartésienne, mais bientôt on ira plus loin, on dira que Dieu est mort, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette parole de Nietzsche, mais c'est Hegel qui l'a prononcée le premier. Hein. Et bientôt, la volonté, n'est-ce pas, la volonté deviendra, au fond, la puissance de la volonté deviendra, chez Nietzsche, la volonté de puissance. Bientôt, on dira que l'homme est par-delà le bien et le mal. Voilà, enfin, il y a une dérive qui est incontestable dans la philosophie, et en particulier qui est marquée dans la philosophie allemande, parce qu'à partir de Fichte et des post-kantiens, elle donne une place très importante à l'action pratique, comme on dit, c'est-à-dire à l'action, n'est-ce pas, humaine ou morale. Il y a une séparation au cordeau entre le savoir et la morale, entre l'âme et le corps,
entre l'homme et la nature, désenchantement du monde. Tout le monde connaît ce thème, par exemple qu'on retrouve chez Max Weber, mais qui est le thème nietzschéen par excellence. Au fond, le monde est désenchanté, il est vide. Pascal tout de suite a dit le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, n'est-ce pas? Un monde vide, il n'y a plus que nous, n'est-ce pas? Nous sommes seuls. Et bon, alors, qu'est-ce que l'homme chez Spinoza? Qu'est-ce que le psychisme chez Spinoza? Eh bien, premièrement, l'homme n'est pas un sujet. Il n'est pas un sujet, n'est-ce pas? Il existe. Il ne dit presque rien. Enfin, une petite incise sur le sujet. L'homme pense, homo cogitat, mais il n'y a pas de je pense dans la philosophie de Spinoza. Alors, les conséquences là vont descendre différemment. Un, l'homme n'est pas exilé de la nature. Il est dans la nature. Et il a une grande communauté avec les insectes, les poissons, les minéraux, les végétaux, n'est-ce pas? Il est un mode fini comme eux. Et surtout, il est inscrit en Dieu. Il est en Dieu, il vit en Dieu. L'homme n'est pas, si vous voulez, sorti de la nature avec un rapport particulier à Dieu. Non, l'homme est en Dieu. Il n'y a pas non plus de dualisme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de séparation ontologique entre l'âme et le corps, entre le code et la matière. Non, il y a du code et de la matière partout. Il n'y a pas, puisque l'esprit et le corps sont deux attributs distincts, mais exactement sur le même plan de la substance divine. Du coup, évidemment, il n'y a pas d'animaux-machines, n'est-ce pas? Le cheval, le poisson, eux aussi sont dépositaires d'un esprit et d'un corps, différents de l'homme, mais ils en ont un, n'est-ce pas? Et donc, alors, c'est cet aspect, vous voyez, alors ça je l'ai déjà dit, mais c'est ça qui frappe tellement les scientifiques. Les scientifiques, c'est qu'il y a chez Spinoza, si vous voulez, il n'y a pas d'éminence, ni... Alors, Spinoza, je le dis tout de suite, n'est pas non plus matérialiste. Les textes sont extrêmement... Il dit que ce sont deux attributs sur le même plan, mais on ne peut pas... Le corps ne peut pas influencer l'âme, et l'âme ne peut pas non plus influencer le corps. Tout ça est articulé, mais il n'y a pas de réductionnisme de l'âme et du corps chez Spinoza. Chez Descartes non plus, il n'y avait pas de ce réductionnisme. Il y avait une éminence, une hiérarchie. Alors... Mais bon, la découverte la plus remarquable de Spinoza, qui procède d'une certaine manière de Descartes, mais qui le rectifie, qui le réordonne, c'est la découverte des affects, n'est-ce pas? Alors, pourquoi? Vous savez, tout le XVIIe siècle a redécouvert les passions, sinon on n'aurait pas la tragédie classique, n'est-ce pas? Tout le XVIIe siècle s'est intéressé aux passions, ce qu'on a appelé plus tard au XIXe, au XXe siècle, les émotions, mais aux passions, et on les a réévaluées. N'est-ce pas? On a réévalué la sensibilité, les passions, on les a réévaluées encore plus au XVIIIe siècle, mais déjà au XVIIe siècle. Mais l'idée de Spinoza, c'est que les affects, les passions, n'est-ce pas? Eh bien, d'abord, il y en a pour lui, chez Descartes, il y a 6 passions. Chez Spinoza, il y a 3 passions. Le désir, qui est l'essence de l'homme, la joie et la tristesse. Et c'est tout. Voilà les 3 passions fondamentales, les 3 affects. Parce que là, il faut changer de vocabulaire fondamentaux. Alors, qu'est-ce que c'est? Le désir, c'est le conatus. C'est l'énergie que chaque existence singulière a et qui lui vient de Dieu, n'est-ce pas? Il y a en nous une énergie, une puissance, la vie, une énergie vitale, le conatus, qui nous vient de Dieu. Et par ailleurs, au fond, les autres affects, la joie et la tristesse, comme il le dit, mais qu'est-ce que c'est? Ces passions, les psychanalystes diront les pulsions, les neurophysiologistes aiment bien dire aussi les affects. Ce sont des jeux d'énergie, n'est-ce pas? Ce sont des jeux d'énergie qui concernent en même temps l'esprit et le corps, et qui augmentent ou diminuent, c'est le vocabulaire de Spinoza, notre puissance d'agir. Du coup, n'est-ce pas? Eh bien, on peut bâtir une psychologie rationnelle de l'homme. Comme l'a dit Bernard Potra, qui est un des traducteurs de Spinoza, on peut faire une physique mathématique de ces énergies. Ça aussi, c'est ce qu'essaie de faire la neurophysiologie aujourd'hui. Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose que l'idée de Cabanis, que le cerveau, que le cerveau secrète la pensée, comme le foie secrétait la bile. C'est pas du tout ça, Spinoza, n'est-ce pas? Pas du tout. Et donc, on peut bâtir une connaissance rationnelle, n'est-ce pas, de toutes ces énergies, en établissant en particulier une différence entre,
au fond, les affects qui nous sont profitables et qui dérivent de l'amour du prochain, pour Spinoza, et ceux qui sont mauvais, parce qu'ils sont enracinés dans la détestation, dans la haine, parce que les premiers augmentent notre puissance d'agir et les seconds, au contraire, si vous voulez, la baissent et la diminuent. Là, vous voyez qu'il y a du théologique.